Le Russe Berzin s'empare du maillot jaune à l'issue d'une première étape de montagne épique entre Chambéry et les Arcs. Luc Leblanc est le héros du jour, il sera en direct avec nous dans ce journal. Les vacances débutent sous la pluie et le froid. Inquiétude à la SNCF après l'incarcération de Loïc Le Floch-Prigent et les témoignages accablants pour Mladic et Karadzic au tribunal international de l'Haye. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Tour de France a connu l'une de ses étapes les plus folles entre Chambéry et les Arcs. Un cocktail détonnant de pluie, de vent, de nuages et de cols à franchir. Au fil des kilomètres, on a assisté au décrochage de Jalabert, à l'abandon du maillot jaune, à des chutes spectaculaires et à la défaillance d'Indurain. Ce soir, le Russe Berzin est maillot jaune après cette étape remportée, et de quelle façon, par Luc Leblanc. Récit d'une journée un peu folle, Claire Reynaud. On l'imaginait en jaune, mais il a vécu une journée noire. Laurent Jalabert lâché dès les premiers kilomètres de cette première étape de montagne, dans l'ascension du col de la Madeleine. Laurent Jalabert qui, malgré l'aide de ses coéquipiers, ne parviendra jamais à rejoindre le peloton. Et dans ce peloton, bien sûr, il y a Indurain, Zoule, Olano, Berdin et Rominger, bref, tous les favoris qui maintiennent une cadence d'enfer. Il y a bien sûr aussi des tentatives d'échapper, comme celle d'Escartine, Virenque et Leblanc dans la montée du Cormet de Roseland. Mais les deux Français n'arrivent pas à s'entendre. Un jour comme celui-là, la solidarité nationale ne joue pas. La bagarre, heureusement, sera de courte durée, car il faut rester concentré. La route est dangereuse et dans la descente vers Bourg-Saint-Maurice, Johan Brunel bascule dans le ravin, une chute heureusement sans gravité. Dans la montée vers les Arcs, Luc Leblanc effectue une extraordinaire remontée. L'ancien champion du monde s'impose avec plus de 50 secondes d'avance sur le peloton. Un peloton qui a distancé Miguel Indurain, le quintuple vainqueur du Tour de France, est à son tour victime d'une incroyable défaillance. Il coupera la ligne avec plus de 4 minutes de retard, rétrogradant à la 14e place du classement général. Quant à Laurent Jalabert, arrivé 13 minutes après Luc Leblanc, il sait qu'il a perdu toute chance de remporter le Tour de France. Ça avait l'air d'aller ou... Merci. Ça avait l'air difficile à votre avis? Merci. Et cette première étape de montagne a été la dernière pour une dizaine de coureurs déjà éprouvés par les dures conditions météo des jours précédents. Au premier rang de ces abandons, Stéphane Lo, on vous en parlait, le maillot jaune, Philippe Visserias et Frédéric Bonnet. Il porte encore le maillot jaune, mais il sait déjà qu'il n'ira pas plus loin. La belle aventure de Stéphane Lo s'est terminée dans les brumes du Cormet de Roseland, au bout de 150 km de souffrance. Plusieurs fois, il s'est relancé pour parcourir la centaine de mètres qui le séparaient du sommet, mais une tendinite a eu raison de sa volonté. Pour moi, autant ça a été un rêve que là, ça en est tourné au cauchemar, parce que quand on a 4 minutes d'avance et qu'on est au Tour de France et qu'on porte le maillot jaune, abandonné, c'est frustrant. Zenon Jaskula, troisième du Tour il y a 3 ans, a vécu le même calvaire que Stéphane Lo. Seul, 3 quarts d'heure derrière le peloton. Aujourd'hui, la voiture balai a fait le plein. Déjà éprouvée depuis le départ par des conditions climatiques extrêmes, les coureurs les plus fragiles n'ont pas résisté à cette première étape de montagne. C'est la fatigue? J'avais pas de dur comme du bois. Ce matin déjà, 32 coureurs avaient abandonné. Ce soir, on en dénombre 7 de plus. Dans le décompte des malheurs du peloton, on est en avance sur le programme. Lundi, lors de la terrible étape Val d'Isère-Sestrière et ses 2 cols hors catégorie, la voiture balai risque d'afficher complet. Alors avec nous en direct des Arcs, Jean-René Godard et Luc Leblanc, le héros du jour. C'est un peu facile, Luc Leblanc, mais on vous a baptisé l'As des Arcs. C'était prévu, cette échappée, cette victoire? Écoutez, c'était prévu. On avait fait une tactique avec Gianluigi Stanga, notre directeur sportif manager de l'équipe. À partir du moment où je me retrouvais dans le premier groupe, dans le final, je devais attaquer à 5-6 km de l'arrivée. C'est ce que j'ai fait. J'ai eu de très très bonnes jambes. Mais au moment où j'ai attaqué, je pensais faire deuxième parce que Laurent Dufaux avait 1 minute 40 d'avance à 5 km de l'arrivée. Et je me voyais difficilement revenir sur lui dans les derniers hectomètres. Et quand j'ai vu que le temps diminuait au fil des mètres, je me suis dit que là j'avais une chance de pouvoir gagner l'étape. Alors de voir que... Luc Leblanc, allez-y Jean-René. vous venez... Oui, Luc Leblanc, vous venez de regarder là, ces images impressionnantes. On dit que c'est une des étapes de l'histoire du Tour. Comment réagissez-vous en voyant tant de détresse chez certains, mais aussi tant de bonheur chez d'autres, en l'occurrence chez vous? C'est vrai que je comprends ceux qui ont eu de la détresse, puisque moi j'en ai eu quelques-unes ces dernières années.
Et je me souviens d'une étape de l'Alpe d'Huez remportée par Gianni Bugno une certaine année où j'ai fini à 1h15 et je comprends tout à fait les coureurs qui finissent derrière. Ils devaient être vraiment diminués physiquement et moralement. Et moi d'aujourd'hui d'avoir gagné cette étape d'anthologie, je dirais, c'est pour moi un moment fantastique parce que je reviens d'une période très très difficile. Et je dirais que ce soir, ma fierté, c'est de pouvoir revenir après des moments très douloureux. Et ça, j'en suis très heureux. Vous avez vu il y a un instant, Luc Leblanc, la défaillance de Miguel Indurain, complètement déshydraté à quelques kilomètres de l'arrivée. C'est la première fois depuis 5 ans que Miguel Indurain se trouve dans un état pareil sur le Tour. Quelle est votre réaction? Mais je pense qu'on a vécu des moments difficiles depuis le départ du Tour. Physiquement, les coureurs sont diminués, mentalement aussi, très fatigués. Et aujourd'hui, nous sommes partis encore sous la pluie et il fallait absolument s'alimenter, je dirais, dès les premiers hectomètres. Et je pense que Miguel n'a pas assez mangé jusqu'à la dernière ascension et il a subi une fringale, comme on dit dans le jargon cycliste. Et vous savez, quand on a la fringale, même s'il reste 3 ou 4 km d'ascension pour le final, on perd énormément de minutes. Une dernière petite chose. Luc Leblanc, vous gagnez l'étape. À Luc Leblanc, Bersin, Meurus et maillot jaune. Oui. Olano, champion du monde, 2e du classement général. Est-ce qu'on a assisté aujourd'hui à un bouleversement des valeurs? On a assisté à un certain chamboulement, je dirais, du Tour. Et c'est vrai, je pense que les données tactiques vont complètement changer. Je pense pour Miguel Indurain, pour Banesto, pour toutes les équipes qui sont favorites sur ce Tour. Et c'est vrai qu'on a vécu de grands moments aujourd'hui et je pense que ce n'est pas fini parce qu'il y a encore des étapes qui sont relativement difficiles et il ne faut pas oublier qu'on traverse le centre de la France et on a des arrivées comme à Tulle, dans le Limousin, en Corrèze où ça sera très difficile. Alors une dernière petite chose, Luc Leblanc, une toute dernière petite chose. Merci, une dernière petite chose, si vous voulez bien. On a vu votre arrivée triomphale tout à l'heure. On dit qu'il y a de la grogne parmi les coureurs à cause des conditions météo. C'est vrai, ça commence à râler dans le peloton? Mais de la grogne, non, je pense que c'est pas à cause de la direction du Tour s'il y a le mauvais temps. Je pense que bon, c'est le destin. Je pense que depuis le début du Tour, c'est vrai que nous n'avons pas beaucoup de chance. La Hollande, on a eu du mauvais temps, des routes très étroites, des ronds-points. Là, on arrive en France, on a le mauvais temps, mais que voulez-vous, c'est l'histoire du Tour, je crois. Et aujourd'hui, on a vécu une grande histoire du Tour, une grande journée du Tour, et c'est pas fini. En tout cas, bonne chance pour la suite et merci à vous pour ce soir. Merci. 1500 à 2000 personnes ont défilé ce matin dans les rues de Saint-Lô, dans la Manche. Elles protestent contre les menaces de licenciement qui pèsent sur les salariés de l'usine Moulinex, l'usine où travaillent 800 personnes et le premier employeur de Saint-Lô. Il y a quelques jours, Moulinex annonçait, vous le savez, la suppression de 2600 emplois dans ces différentes usines à travers le monde. L'incarcération de Loïc Le Floch-Prigent, le PDG de la SNCF, pourrait rester en prison une bonne partie du mois de juillet. Il devrait être entendu par le juge sur le fond du dossier en début de semaine prochaine. Mais à la SNCF, on s'interroge sur l'avenir de la réforme qui avait été engagée. Reportage à la gare d'Austerlitz, Sophie Jouve et Axel Charles-Messange. Les cheminots de la gare d'Austerlitz ont peu à peu digéré la nouvelle. Leur PDG, Loïc Le Floch-Prigent, restera en prison. Pour tous ici, c'est un coup dur pour l'image de l'entreprise. Ça la fout mal, c'est tout. Ça fait une mauvaise réputation pour la SNCF. Quoi. Déjà que c'était pas terrible, alors là c'est encore pire. Quoi. Vous pensez qu'il doit être remplacé rapidement ou... Bah, il faudrait, oui. Ça, il faudrait, parce que là, il ne faut pas rester comme ça. C'est quand même le gouvernement qui l'a mis en place. Et c'est pas au bon moment, quoi. Le dossier SNCF est quand même quelque chose d'assez lourd. Le président de la SNCF s'apprêtait en effet à mettre en œuvre la réforme des structures de l'entreprise. Si sa détention devait se prolonger pendant plusieurs mois, le gouvernement pourrait être amené à le remplacer. À la gare d'Austerlitz, on envisage déjà sa succession. S'il est inculpé, ce sera difficile pour moi personnellement de pouvoir lui faire confiance sur ce qu'il va nous annoncer. Le navire n'est pas sans capitaine pour autant. C'est le représentant de l'État au conseil d'administration qui assure l'intérim. Pourra-t-il négocier à la fois avec les syndicats et l'État du plan de sauvetage de la SNCF? La municipalité de Bastia a voulu rendre hommage au juge Falcone, ce fameux juge italien qui s'est rendu célèbre en luttant contre la mafia en Sicile et qui a été assassiné il y a 4 ans. Bastia lui a donc consacré une rue. Toute ressemblance avec une situation existante par ailleurs, en Corse par exemple, serait purement fortuite. Jacques Cardoz et Patrick Desmully. Rien de moins qu'un hommage à la mémoire du juge Falcone, comme si c'est de lui dont la Corse avait besoin aujourd'hui.
Acte symbolique pour le maire de Bastia, Emile Zuccarelli, qui a convié son homologue de Palerme, Leoluca Orlando. Lors de son allocution, le maire sicilien s'est bien gardé de vouloir comparer l'action du juge Falcone contre la mafia et l'action de la justice française contre la violence dans l'île. Pas de comparaison, tout juste un rapprochement. Je voudrais résumer de la manière la plus simple possible. Tuer est un acte criminel. Et tuer au nom de la tradition, c'est doublement criminel. D'abord pour la personne et ensuite parce qu'on tue la tradition. Derrière la tribune, l'image du juge Falcone, comme un exemple à suivre pour les magistrats présents ce matin, un juge d'instruction de Bastia et le procureur de la République. Falcone sera suivi, je dirais, si nécessaire, d'autres Falcone. Ils se lèveront, en effet. Nous avons le sentiment que nous pouvons un petit peu contribuer à faciliter leur tâche. C'est difficile d'être magistrat en Corse, mais ce n'est pas comparable à ce qu'a connu notre collègue le juge Falcone. Mais il est vrai que dans le contexte insulaire actuel, la symbolique était particulièrement forte aujourd'hui. Alors, même si l'on choisit ces mots et que l'on évite soigneusement toute comparaison, il y a des images qui ne trompent pas, celles de deux maires côte à côte, tous deux confrontés à la violence et aux attentats. Et à propos des derniers événements survenus en Corse et de l'attentat sur le port de Bastia, Max Simeoni, l'une des figures historiques du mouvement autonomiste, estime dans une interview au journal du dimanche que les militants du FLNC Canal Historique voudront probablement se venger. Au tribunal de La Haye, un rescapé des massacres commis par les Serbes de Bosnie après la prise de Srebrenica a mis en cause le général Mladic. Il l'accuse d'avoir assisté en personne à ces massacres en juillet 1995. Des affirmations qui interviennent alors que les experts occidentaux découvrent de nouveaux charniers en Bosnie. Martine Laroche-Joubert. C'est un jeune homme d'à peine 24 ans, visiblement bouleversé devant les juges du tribunal de La Haye. Mais un jeune homme qui avoue le pire. Sa participation au massacre d'un millier de musulmans à Srebrenica, il y a un an, en présence du général serbe Ratko Mladic. Autre témoignage accablant, celui d'une victime, un musulman réchappé des tueries, masqué pour des raisons de sécurité. Lui aussi déclare avoir vu Ratko Mladic assister aux exécutions. Des auditions en parallèle avec les premières exhumations massives de cadavres en vue d'enquête dans la région de Srebrenica. Une vingtaine de spécialistes finlandais commencent ce travail d'identification sur le terrain en dépit du refus de la police serbe d'assurer leur sécurité. Des recherches qui menacent d'être longues, il y aurait, d'après les organisations internationales, près de 8000 musulmans tués ici l'été dernier. Des massacres dont la responsabilité se resserre autour des chefs serbes, Ratko Mladic et Radovan Karadzic. Le tribunal de La Haye s'apprête à lancer contre eux un mandat d'arrêt international. Le roi Fahd d'Arabie Saoudite a accueilli cet après-midi Jacques Chirac à son arrivée à l'aéroport de Jeddah pour une visite officielle de 2 jours placée sous le signe de la relance du dialogue politique en attendant l'amélioration des relations économiques. Véronique Saint-Olive et Jacques Gérard. Voilà des années que l'argent du pétrole fait flamber l'économie saoudienne avec des débouchés qui explosent et se diversifient. Mais jusqu'à présent, la France n'a jamais réussi à se poser en partenaire sérieux. Elle n'est que le 6e fournisseur avec un modeste 4% de part de marché. Jacques Chirac arrive donc à Jeddah avec l'ambition de redynamiser des liens politiques avec l'Arabie Saoudite. Et le roi Fahd, qui en dépit d'une santé très chancelante, a tenu à être présent à l'accueil de l'aéroport, donne lui aussi un signe dans ce sens. L'Arabie Saoudite souhaite en effet diversifier ses alliances et rééquilibrer la toute-puissance américaine. Et puis on apprécie ici l'action menée par la France en faveur des populations musulmanes de Bosnie et dans le processus de paix au Proche-Orient. Le contexte de cette visite est donc favorable. Mais en Orient, il ne faut pas bousculer le temps. Alors Jacques Chirac n'arrive pas avec des contrats en poche, mais plutôt avec un message. La France peut aujourd'hui fournir du matériel de surveillance et des armes performantes susceptibles d'intéresser d'autant plus l'Arabie Saoudite qu'elle reste traumatisée par l'attentat de Daran. Pendant ces 2 jours, le président de la République va donc s'entretenir avec le roi Fahd et avec les princes en charge de la défense et de l'intérieur. Il s'agit bien pour la France de se remettre dans la course, de se mettre en situation avec notre principal fournisseur de pétrole. Et Jacques Chirac débarque aujourd'hui dans un pays tourné vers les États-Unis pour sa sécurité et son développement. Mais les temps changent petit à petit et le mot d'ordre du pouvoir royal est de mettre les Saoudiens au travail pour réduire la dépendance du pays vis-à-vis de l'étranger. Reportage de nos envoyés spéciaux Philippe Rochaud et Jacques Gérard.
Un passant sur 3 dans les rues d'Arabie est un étranger. Sur 15 millions d'habitants, 5 millions sont des travailleurs venus du Pakistan, d'Égypte ou du Yémen. Ce sont eux qui ont contribué au fabuleux développement économique de l'Arabie, bâti les usines et les palais royaux. Dans cette école où les étudiants sont amenés par leurs chauffeurs, on forme des Saoudiens qui sauront prendre en main l'économie du pays. Les familles payent leurs études 50 000 francs par an. La plupart des écoliers veulent devenir ingénieurs ou informaticiens, mais certains, conscients du régime impitoyable sous lequel vit l'Arabie, veulent aussi devenir avocats. Les pauvres n'ont pas leurs droits. Tout le monde les traite mal quand ils ont des problèmes. Aussi, je voudrais défendre leurs droits, parce qu'ils ont des droits. Ces hommes sont issus de familles de bédouins qui nomadisaient dans le désert il y a encore une trentaine d'années. Aujourd'hui, ils se retrouvent derrière des ordinateurs et même s'ils se réfugient parfois dans le jeu électronique, ils veulent quand même accéder au marché de l'emploi. Pendant longtemps, les étrangers ont travaillé ici. Ils contrôlaient tout le secteur privé. Et maintenant, les Saoudiens ne peuvent plus trouver de travail. Curieusement, le gouvernement saoudien a fait appel à un institut américain pour saoudiser les emplois. L'Arabie ne parvient pas à se sortir de sa dépendance vis-à-vis des États-Unis. Notre argument, c'est qu'un étranger renvoie son argent chez lui et il n'est pas dépensé dans le pays. Quand un Saoudien est payé, il achète des produits dans son pays et il entretient ainsi le mouvement des affaires qui peuvent se développer. Mais ces jeunes Saoudiens ne sont pas prêts à accepter n'importe quel emploi. Les immigrés d'Asie ou du monde arabe et les ingénieurs occidentaux feront encore tourner longtemps l'économie du pays. Les départs en vacances et le retour à la normale dans la vallée du Rhône, où l'on a constaté de nombreux ralentissements dans la journée. Pour ceux qui sont déjà arrivés sur place, la préoccupation majeure reste la météo. L'été n'est toujours pas là et si l'on en croit Nathalie Riouet, le mauvais temps va continuer. Alors sur le camping d'Aiguebelette, près de Chambéry, on patiente malgré la boue et le froid. Didier Guyot et Philippe Fivet. Généralement, c'est à peu près 800 personnes. Il y a du monde qui court partout, la plage est pleine. Habituellement ici, en plein été, les rives du lac d'Aiguebelette affichent complet. Mais en ce moment, pour cause de pluie, les professionnels font grise mine. Les pédalos restent à quai, les maillots sont rangés, parapluies et imperméables sont de sortie. Au camping Robert, où se côtoient quelques 200 vacanciers, on s'organise tant bien que mal. Bruno, le patron, multiplie les activités, mais il est triste pour sa clientèle. Bonjour. Ça fait mal un peu de voir les gens qui arrivent, qui posent leur tente et puis qui repartent au bout de 2 jours parce que le temps est médiocre. Parce que bon, ce qu'ils recherchent, c'est surtout le soleil. Quand il pleut, vous faites quoi? On joue à la pelote. La pelote. Puis pas la fromage. Non, ben on est bien. À la maison, il pleut la même chose. Hein. Dès qu'il y a un brin de soleil, hop, on joue à la pétanque. Les vacanciers se veulent philosophes. La pluie finira bien par cesser. Alors à défaut de baignade, on part se promener, on se reçoit entre voisins ou on joue bien au sec. Les enfants ne sont pas mécontents parce que je leur posais la question hier justement. Ils disaient ben c'est bien parce que mamie elle joue aux cartes avec nous quand on a appris plein de trucs. C'est galère pour manger quoi quand on n'a pas d'abri. Pas d'installation. Voilà exactement. Surtout quand la tente n'est pas étanche en plus donc le matin on se réveille dans la flotte. On est content quoi. Bon ce qui compte pour les vacances. Ouais voilà. Ouais, on s'amuse. Ouais mais malgré tout ouais, on croit que quand il pleut bon bah on va s'ennuyer, mais pas du tout en fait. Puis quand on part, en fait, on se dit, tout compte faire. Bon, on s'est quand même bien amusé, puis c'était quand même sympa, quoi. Mais pour l'heure, la patience est indispensable, car le soleil n'est attendu que dans 5 ou 6 jours. Patience. L'instauration des congés payés, c'était en 1936, il y a 60 ans. Pour s'en souvenir, les villes de Viry-Châtillon et d'Athis-Mons, dans la région parisienne, organisaient un voyage à la mer à Fécamp. Mélanie Mingot et Jean-Yves Perrin. Un gros sac à dos pour une journée bien courte. Direction Fécamp, une journée à la mer qui prend des airs d'anniversaire. Manière pour 400 banlieusards de fêter 60 ans de congés payés. Ça nous permet d'avoir une journée de détente. Et comme on part pas en vacances, ça permet à ma fille de voir un peu la mer. Nous on est dans les cités toute l'année, donc ça nous fait du bien quand même. Hein. Les moins jeunes, eux, se souviennent de leur premier voyage. Pour Jean Masclé, c'était en 38, avec ses parents. Ils n'en avaient pas avant. Ils partaient comme ça, en vélo, à droite à gauche, mais c'était tout, ils n'avaient pas loin. Et là, ils pouvaient se permettre d'aller au bord de la mer.
comme on était à Paris, c'était merveilleux, quoi. Juillet 36, l'encre des accords de Matignon est à peine sèche. Les plages sont prises d'assaut. Le Front populaire vient d'attribuer 2 semaines de congés payés à tous les salariés. Allez, respirez. Aujourd'hui à Fécamp, l'air était humide. Mais pour ces vacanciers d'un jour, il fallait profiter de la moindre occasion. Oui, je m'amuse. Il y a le soleil, mais le truc, il est pas maman. Ça doit être chaud. Juste un petit bout de bonheur, non ? La campagne se met elle aussi parfois à l'heure des vacances avec des idées originales. C'est le cas dans l'Indre-et-Loire avec cet immense labyrinthe. Il a été tracé au milieu des champs de maïs. Laurence Ostolazza et Jean-Michel Miller. Un labyrinthe unique et bucolique, fait de céréales, principalement de maïs. Quoi de plus normal, nous sommes dans un des greniers de l'Hexagone. Un labyrinthe dont la taille bat des records. 4 hectares, soit plus de 3 km d'allées. Au total, 6 mois de travail pour ce casse-tête de géomètre. Il a fallu d'abord le dessiner. Et dessiner un labyrinthe, c'est assez difficile. On y a passé quelques nuits. Et puis, d'une petite feuille de papier 21-29-7, il a fallu tracer la même chose exactement sur un espace de 4 hectares. Et quand on reporte une petite feuille de papier 21-29-7 sur 200 mètres par 200 mètres, ça devient très compliqué. Ambitieux projet que de recréer la magie des labyrinthes du XVIIIe siècle, ces théâtres de jeux galants où se côtoient des personnages de légende. On est dans une tradition de l'énigme du labyrinthe et de ces figures un peu mystérieuses qu'on trouve partout depuis 3000 ans. Mais nous, on veut vraiment en faire un produit touristique au sens où les gens sont amenés ici, viennent ici pour jouer, pour passer une après-midi de détente en pleine nature. Des attentions aux rencontres inattendues, au détour d'un chemin. Les hommes de glaise sont là. Ils vous donnent rendez-vous dès mercredi et pour tout l'été dans le curieux dédale de Reignac-sur-Indre. Première opération coup de frein en mer organisée par la gendarmerie. Il s'agit de rappeler aux plaisanciers les règles de sécurité. 157 contrôles ont eu lieu aujourd'hui au large de Cannes et 88 infractions relevées. 2 constats pour les gendarmes. Les plaisanciers sont de plus en plus disciplinés et le temps est au beau. Alban Mikosi et Virgile Liato. Vacances, on oublie tout. La vitesse en mer, ça c'est super, folie passagère. Car ce matin en Méditerranée surfait l'ombre des gendarmes. Grande opération coup de frein en mer, ici près des îles de l'Érins. Bonjour, pourrais-je avoir les documents de bord du bateau, s'il vous plaît? Tout à fait. Parmi les infractions relevées, les défauts d'accessoires de sécurité ou de documents officiels, comme ici où manque le permis bateau. Présentez votre permis de conduire, s'il vous plaît, monsieur. Oui, tout à fait. Je crois que je l'ai oublié à la maison. Ah, non, ceci c'est le permis automobile, oui. Donc bon, il n'est pas valable pour la conduite des bateaux. Pas de sanction immédiate, l'opération vise surtout à sensibiliser les plaisanciers. Une brochure d'information est systématiquement remise à des marins dans l'ensemble compréhensif. Je dis que c'est normal et c'est très bien d'avoir fait des contrôles comme ça, parce qu'avant c'était trop dangereux de venir en mer, surtout ici entre les îles. Il y a les Italiens qui arrivent à fond la caisse et qui vous passent à côté, et qui vous font des vagues, qui risquent de vous faire couler les petits bateaux. Et au fil des années, on s'aperçoit que la situation s'est nettement améliorée et que de moins en moins d'infractions sont relevées. Bilan positif donc, le nombre de décès en mer baisse en moyenne de 25% par an malgré une fréquentation accrue. Les infractions ont elles aussi diminué. Ce matin, pas un excès de vitesse à relater. La surveillance régulière exercée par la gendarmerie, les douanes et les affaires maritimes n'y est sans doute pas étrangère. Le tennis, à Wimbledon, Steffi Graf et Arantxa Sánchez se sont affrontés une nouvelle fois en finale et une nouvelle fois, c'est Steffi Graf qui l'a emporté en 2-7. Thibaut de Barberac. Steffi Graf aura utilisé beaucoup de mouchoirs cet après-midi, non pas pour essuyer des larmes, mais à cause d'un gros rhume. Car pour ce qui est du tennis, le jeu de l'Allemande ressemblait plutôt à un grand coin de ciel bleu. Dans le premier set, Arantxa Sánchez essaye de surprendre son adversaire en montant la première au filet. Une option qu'elle devra bien souvent regretter. L'Allemande joue parfaitement et empoche la première manche sur le score de 6-3. Le deuxième set sera plus accroché, Arantxa Sánchez profitant surtout des fautes inhabituelles de Steffi Graf.
Des erreurs sans grande conséquence puisque finalement, l'Allemande s'impose en 2-7 sur le score de 6-3, 7-5. Steffi Graf remporte ainsi son 7e plateau d'argent et son 100e titre dans un tournoi officiel. La mode, les collections hommes sont à peine terminées que déjà commence le temps des femmes. Jean-Paul Gaultier s'occupait aujourd'hui des hommes avec pour décor une maison close et Versace des femmes. Nicole Cornu-Langlois et Éric Giorgio, eux, ont vu les deux défilés. Emmitouflée dans de fausses fourrures, la femme mystérieuse de Versace ose toutes les couleurs, tous les mélanges. Le pailleté fluide côtoie le tacheté moulant. Des décolletés asymétriques mettent en valeur les épaules. Des découpes sportives donnent une allure olympique aux robes du soir. Même les petites robes noires réservent des surprises. Choc du mélange de mat, de brillant, des transparences, du strass, du précieux. Des manteaux de Madone des sleepings s'ouvrent sur des robes sculpturales. Des robes à fleurs de peau retenues par une bretelle magique. Pour l'homme, Jean-Paul Gaultier joue la provocation totale. L'ambiguïté et l'unisexe. Explore des contrées exotiques et des audaces érotiques. Ces marins ont des airs d'opérette, ces malabars tatoués jouent de l'éventail. Ces costumes en rayures tennis se terminent en jupe enroulée. Et quand un couple mime le mariage, on ne sait plus qui est l'homme et qui est la femme. Voilà, c'est très facile à porter. C'est l'un des grands bals de la saison, le bal de la Légion d'honneur à Monaco. Le prince régnier en était, ainsi que son fils, et Alain de Chalvron, pour assister au grand retour de Tom Jones. Pour que leurs Altesses Sérénissimes se dérangent, le prince souverain régnier et son fils Albert, l'héritier, il fallait qu'il se passe quelque chose d'important à Monaco. Le Sporting de Monte-Carlo avait sorti tous ses atours, de même que les notables de la principauté. C'est à la fois le bal de la Légion d'honneur, l'un des plus grands bals de Monaco, et le début de la saison d'été qui verra défiler les plus grands noms du showbiz, de Ray Charles à Harry Belafonte, en passant par Céline Dion ou Johnny Hallyday. Ce soir, la vedette, c'est un revenant. Tom Jones, collectionneur de disques d'or dans les années 60 et 70, quels sont les quadras ou quinquagénaires d'aujourd'hui qui n'ont pas un jour dansé sur Delilah? Ou What's New Pussycat? Ou encore Green Green Grass. Tom Jones avait disparu des scènes européennes pour se consacrer à sa carrière américaine. Le voilà donc de retour sur le vieux continent via Monte-Carlo. On pense que Tom Jones était et qu'il n'existe plus, mais ça n'est pas vrai. Tom Jones est ici aujourd'hui, toujours en vie. Le public trié sur le volet de Monte-Carlo a pu s'en rendre compte. Tom Jones est toujours vivant. Mais il n'a guère eu le temps de l'applaudir car dès le dernier salut, le toit de la salle des étoiles s'est ouvert pour laisser place à un feu d'artifice. Prélude au bal et à l'énigme de la soirée qui est la ravissante créature en rouge avec laquelle danse le toujours célibataire Prince Albert. Ambiance beaucoup plus humide et bucolique à Belfort pour les Eurokéennes. Malgré le vent et la pluie, ils sont plus de 50 000 à s'entasser sur un terrain boueux, détrempé et glacial. Mais pas question pour ces inconditionnels de rater leur festival de rock. Jérôme Soulard et Sylvain Gauthier. Quel bonheur de patauger enfin après 11 mois de confort à la ville. Retour donc à la nature et au camping. 13 000 places ici déjà complets et pourtant ils arrivent encore. Impensable. Non mais on a eu du mal à trouver de la place quand on arrive. Ouais. Mais ce qu'il y a, les gens ont dû arriver vachement de bonne heure, quoi. De bonne heure certes, mais avant tout de bonne humeur. Et il en faut. 10 francs la bonne putain.
La bonne pitance d'Ibal, c'est moi qui l'a préparée depuis ce matin. Et depuis le matin, ils sont près de 50 000 à affluer des 4 coins de France. Belfort, rendez-vous depuis 8 ans de tous les rockers. Belfort, sa verte campagne habituellement tranquille. Belfort qui chaque année fait le plein contre vents et marées. Le rock, pour les deux, moi je vais pour la musique, pour faire la fête ici. « 36 concerts en 3 jours, des monstres de scène, du rock du matin au soir, rien que de la musique pour oublier un peu les intempéries. » La pluie, le froid, la gadoue? Bah, c'est pas grave, hein. C'est les inconvénients, mais il y a tous les avantages. Ah non, ça me fait pas du tout peur. Au point où on en est, vous trouvez pas? De toute façon, qu'il fasse beau, même qu'il peut neiger, c'est bien. Vraiment? Ouais. Ouais. On vous l'avait dit, voilà bien des vacanciers heureux. Un dernier appel, et voilà déjà l'heure du retour au camping. Au rythme des tam-tams ici, la nuit ne fait que commencer. Ce soir, on attend Laurie, demain David Bowie. Alors ne changez surtout rien pour eux, car ici, quoi qu'il arrive, qu'il vente ou qu'il pleuve, pour ces drôles de touristes, le bonheur est dans le pré. Jean-Pierre Tricot nous a quittés, il était monteur à France 2. Il faisait partie de ces gens que l'on ne voit pas forcément à l'antenne, mais qui font la télévision. Jean-Pierre Tricot avait 51 ans, il était entré à l'ORTF en 65. Toute la rédaction s'associe ce soir à la peine de sa famille. Voilà, fin de cette édition. Tout de suite, la météo de Nathalie Riouet qui nous annoncera encore de la pluie et quasiment des records de froid sur l'ensemble de la France. Le dernier journal, ce sera vers 23h30, Florence Daucher. Quant à moi, je vous retrouverai à 13h et à 20h demain. Bonne soirée sur France 2.